faut savoir, c'est que ce n'est pas des métiers faciles. Il ne suffit pas de vouloir donner du sens à son job et de faire du vélo et de manger bio pour pouvoir être pro sur le sujet. Ne pas être trop naïf sur le secteur. Ça reste le monde du business et ça reste un monde en transformation. Le vrai challenge, la principale difficulté, c'est réussir à avoir sa première expérience sur le sujet. C'est un secteur qui est en train de prendre énormément d'essor. En fait, c'est comme le digital. C'est-à-dire que les métiers classiques, on ne pourra plus les envisager si on n'a pas une couche de digital et une couche de RSE. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Il y a plein d'opportunités. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois dans cet épisode Caroline Renoux, la fondatrice du cabinet de chasse de tête Bird.io, spécialisée sur les thématiques du développement durable et les métiers à impact positif. Elle est également l'auteure de l'ouvrage « Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable. Suivez les conseils d'un chasseur de tête » aux éditions VA Press. Je suis ravie de la recevoir aujourd'hui pour évoquer avec elle la reconversion professionnelle dans ce domaine. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline Renoux. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour démarrer, vous pouvez vous présenter et nous raconter les grandes lignes de votre propre parcours ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Caroline Renoux. J'ai lancé Bird.io il y a maintenant 11 ans. Donc Bird.io, c'est un cabinet de chasse de tête qui est spécialisé sur les thématiques développement durable et d'une façon générale, tout ce qui est métier à impact positif. Avant de démarrer cette entreprise, j'ai eu une première partie de carrière. Moi, j'ai terminé mes études à Budapest, en Hongrie. Et là, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de chasse de tête anglais. Ensuite, j'ai travaillé toujours pour des Anglais. Là, je faisais du placement de freelance dans le secteur du digital. Et je m'occupais de la zone Benelux, Suisse et pays nordiques. Mmh. Et puis, il y a eu cette crise en 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, j'ai dû licencier une centaine de personnes en 15 jours. Je me suis dit, il y a vraiment un truc qui tourne plus rond. Je ne peux pas continuer ce métier. Je ne peux pas continuer comme ça. La RSE, le développement durable. Alors, il y avait eu le Grenelle de l'environnement. On commençait à en parler. Donc, j'ai repris des études en développement durable. Et puis, dans la foulée, fin 2010, j'ai créé Bird.io. Mmh. Alors justement, ESS, RSE, développement durable, métier à impact positif, c'est des termes dont on entend beaucoup parler. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous expliquer concrètement ce qu'ils recouvrent et en quoi ils sont différents ou pas ? Oui, bien sûr. Alors là, vous venez de mentionner RSE, développement durable, ESS, donc qui est l'acronyme pour économie sociale et solidaire, qui sont des termes qu'on a beaucoup utilisés ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, qu'on a tendance, à tort ou à raison, de mettre sous la notion d'impact, impact positif. Si on revient sur chaque terme, le développement durable, ça concerne toutes les organisations et les pays. C'est comment faire en sorte que ce monde devienne plus soutenable. Pour mettre un cadre à ça, les Nations Unies ont défini ce qu'on appelle les 17 ODD, donc les 17 objectifs de développement durable, donc qui ont été signés et validés par l'ensemble des pays qui sont inscrits aux Nations Unies. Et donc ça a permis de donner un cadre à ce qu'on appelle le développement durable. Mmh. La RSE, en général, on dit c'est le développement durable appliqué aux entreprises. Ok. L'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, ça va recouper des entreprises qui ont un statut spécial. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes impératifs de faire du profit que les entreprises classiques. Mmh. Après, ce qu'on constate sur ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de recoupements entre l'ESS et le business classique. Et on parle beaucoup d'entreprises
qui se crée ou qui se transforme avec cette volonté de faire du profit, mais en même temps d'avoir un but social et ou environnemental. Alors, on va les retrouver sous le label B Corp, par exemple, qui est un label international. Ou alors, en France, on a depuis la loi Pacte, qui date de 2019, les sociétés à mission. Je ne sais pas si ça clarifie ce que je vous dis. Oui, tout à fait. Mais alors, concrètement, on parle de quel métier ? Alors, pour moi, il y a 2 grandes typologies de métiers. Il y a les métiers qui sont liés directement à la responsabilité sociétale des entreprises et qui vont être des métiers, entre guillemets, un peu techniques. Un directeur RSE, par exemple, c'est quelqu'un qui va piloter la politique RSE de l'entreprise, donc qui à la fois va répondre aux contraintes réglementaires, donc le rapport développement durable, le dialogue parties prenantes, et puis qui va insuffler la RSE dans le reste des départements. Dans les départements RSE, maintenant, il y a de plus en plus de création de postes qui sont plus techniques. Par exemple, les postes qui vont être liés au climat. Les grandes entreprises, maintenant, doivent faire des plans climat, c'est-à-dire elles doivent expliquer comment et puis dérouler des projets pour faire en sorte de respecter les accords de Paris. Vous avez des métiers qui sont liés à la biodiversité. Vous avez, alors là, on va les retrouver dans d'autres directions. De plus en plus, dans les directions achats, on va retrouver des postes de acheteurs responsables. Donc, c'est des gens qui maîtrisent les achats plus la RSE dans les achats. Donc, ça, c'est tout un pan de métiers qui sont très techniques liés à la RSE. Et puis après, vous avez les entreprises, alors soit qui sont dans ce qu'on appelle le secteur de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, ou alors des entreprises qui poursuivent un but social et ou environnemental, comme les entreprises B Corp ou les sociétés à mission, où là, vous avez des métiers classiques. On fait du marketing, on fait de la com, mais pour ces entreprises, c'est important d'avoir des collaborateurs qui ont la culture générale du développement durable, qui ont un réseau sur le sujet, qui portent les valeurs et qui savent comment accompagner l'évolution et la transformation de l'entreprise. Ça va être des métiers classiques, mais adaptés dans un contexte un peu différent du business classique. Quand on souhaite se reconvertir, à un moment dans votre livre, vous dites « Maîtrisez d'abord votre métier et teintez-le de RSE, ne soyez pas un généraliste de la RSE ». Qu'est-ce qui est finalement le plus facile aujourd'hui si on souhaite se reconvertir dans ces métiers-là ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des métiers faciles. C'est des métiers qui sont passionnants parce que plein de sens, parce qu'on transforme la société, mais ce ne sont pas des métiers faciles parce qu'on se rajoute des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que non seulement on dit on va faire du business, mais en plus, on va faire en sorte que l'impact qu'on apporte, l'impact négatif soit limité et l'impact positif soit démultiplié. Donc, comme je dis de façon parfois un peu caricaturale, il suffit pas de vouloir donner du sens à son job et de faire du vélo et de manger bio pour pouvoir être pro sur le sujet. Il y a quand même une culture générale à avoir sur, comme je vous expliquais, les ODD, donc les 17 objectifs du développement durable, une veille à faire sur ce qui se passe dans les autres entreprises. Et puis, sinon, ce qui est important, c'est savoir conduire le changement, c'est être tenace parce que souvent, quand vous proposez quelque chose, on va vous dire non et il faut recommencer. Et puis, il faut être courageux parce que c'est aussi aller à l'encontre des business classiques parfois. Je vais vous donner un exemple, c'est le secteur de la mode qui aujourd'hui vraiment se transforme et se passionne du sujet. Bon, les premières marques qui ont dit rapportez vos vêtements, si vous les rapportez, on va vous donner, on va vous rembourser ou on va vous expliquer comment acheter moins et réparer. En gros, c'était comment faire moins de chiffre d'affaires. Il fallait quand même de l'audace et du courage au début pour faire ça. Donc, je dirais, en tout cas, les étapes, si on s'intéresse à ces métiers, c'est de se renseigner comment on peut transformer son métier, apporter de la RSE. Si on est dans une grande entreprise, c'est aller voir la direction RSE et voir comment on peut contribuer. Et sinon, c'est se renseigner sur toutes ces entreprises B Corp et sociétés à mission qui sont totalement tournées vers ces enjeux. Alors, est-ce que la case formation est obligatoire ? Alors, si effectivement, voilà, on mange bio, on vient en vélo, mais qu'on a de l'attrait, de l'intérêt pour tous ces domaines-là,
Est-ce que la case formation est obligatoire pour trouver un poste ou pas? Alors, pour la première partie des métiers dont je vous parlais, donc ces métiers techniques autour de la RSE, aujourd'hui, ça devient obligatoire, tout à fait. Il y a 15 ans, on pouvait se former sur le tas, mais maintenant, c'est devenu complexe. Et puis, il y a beaucoup de collaborateurs et de candidats qui sont formés à ces enjeux. Donc, c'est important de suivre une formation. Alors, il y a plein de formats de formation, hein. On peut se lancer, bien sûr, dans un MBA, mais on peut aussi faire des formations en ligne qui durent quelques semaines, hein. Pour la deuxième partie, donc sur quand on va aller voir des entreprises B Corp ou sociétés à mission, la formation peut ne pas être obligatoire. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est notre expertise métier qu'on a déjà, qu'on va mettre en avant, c'est ça? Exactement. Mais il faut avoir une bonne culture générale. Faut avoir une bonne culture générale quand même de ce secteur. Culture générale qu'on peut alimenter par. Moi, il y a 2 newsletters que j'aime bien. Il y a celle de Novetic, par exemple. Il y a celle de YouMatter. Donc là, tous les jours, vous recevez des infos sur le secteur. Ça vous permet d'être à jour et de montrer que vous comprenez ce qui se passe. Quelles sont finalement, selon vous, les bonnes questions à se poser avant d'aller plus loin dans la démarche? Alors, les bonnes questions à se poser, c'est déjà, est-ce qu'on est prêt à savoir que ça va prendre du temps quand même pour se reconvertir? Enfin, ça, je pense que vous le savez aussi, mais une reconversion, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Je ne sais pas, en moyenne, on dit que ça prend entre 1 et 3 ans. Ça dépend ça dépend de plein de choses. Vous diriez que c'est plus long dans ce secteur-là? Je pense que ça s'est accéléré parce qu'il y a davantage d'opportunités. Depuis 2019, il y a vraiment eu une accélération du sujet et de la compréhension des enjeux. Donc, il y a davantage d'opportunités. Donc, ça peut aller plus vite parce qu'il y a même une pénurie de candidats sur certains métiers et sur certaines compétences. La deuxième question à se poser, c'est en termes de salaire aussi. Si on veut rejoindre si on est dans une grande entreprise et qu'on veut rejoindre une structure plus petite qui est complètement liée à l'impact, en général, ça veut dire aussi une baisse de salaire. Donc, il faut être conscient de ça et savoir si c'est quelque chose qu'on peut se permettre ou pas. La troisième chose, c'est comprendre les raisons profondes pour lesquelles on veut faire ça et ne pas faire ça parce qu'on veut fuir quelque chose et parce qu'on a une certaine naïveté. C'est-à-dire que, comme je disais, parfois je rencontre des gens qui sont déçus parce que l'entreprise, elle n'est pas parfaite non plus. C'est une démarche de progrès. C'est pas possible de faire les choses parfaitement du jour au lendemain. Donc, il faut être prêt aussi à avaler des couleuvres et savoir que tout ne va pas être vertueux du jour au lendemain et qu'on ne peut pas s'attaquer à tous les sujets en même temps. Alors justement, ce serait quoi les qualités essentielles à avoir pour intégrer ces secteurs-là? Il faut beaucoup de curiosité parce que c'est un secteur qui bouge très vite. Donc, il faut être curieux pour regarder ce qui se passe ailleurs. Il faut beaucoup de courage et de ténacité parce que même si c'est des sujets qui font rêver, même si tout le monde est d'accord, il faut la paix dans le monde, il faut que tout le monde mange à sa faim, n'empêche que dans les faits, il y a quand même des contraintes, il y a des concurrents, etc. Donc, il faut vraiment avoir du courage et de la ténacité pour avancer sur ces sujets. C'est bien de savoir conduire le changement aussi, parce que c'est beaucoup de conduite de changement, que ce soit en interne dans l'entreprise, mais aussi en externe. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à proposer du vrac. Il y a les consommateurs qui ont peur du vrac, notamment avec la crise sanitaire. C'est éduquer les consommateurs sur comment bien consommer aussi. Donc ça aussi, c'est de la conduite du changement. Elle est vraiment interne et externe, cette conduite du changement. Vous en voyez d'autres? Alors déjà, quand on rassemble tout ça, c'est pas mal. C'est bien d'avoir une forme de leadership et de capacité à entraîner, à embarquer les gens. Être capable, sans avoir... en général, les directeurs développement durable, c'est des gens qui ont des petites équipes. Donc, ils doivent être capables d'embarquer les gens et de démontrer le côté vertueux que ça peut avoir. Alors, vous parliez de déception tout à l'heure que certaines personnes pouvaient avoir. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés ou en tout cas, quelles sont les principales difficultés que les personnes rencontrent dans leur parcours de reconversion? Le vrai challenge, la principale difficulté, c'est réussir à avoir sa première expérience sur le sujet. C'est-à-dire trouver
trouver l'entreprise qui vous fera confiance pour démarrer quelque chose sur le sujet. Donc là, c'est faire jouer de son réseau, c'est faire jouer de sa créativité, c'est la marche la plus difficile à faire. Ouais, la première bascule, quoi. Oui. Et alors justement, vous parlez beaucoup de l'intérêt de réseauter dans votre ouvrage. Vous diriez que c'est encore plus important dans ce milieu-là que dans d'autres ? Je pense que dans ce milieu-là, c'est particulièrement important pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que moi, mes clients, souvent, me demandent des candidats qui ont un réseau. Parce que s'ils ont un réseau, les choses vont plus vite pour régler les problèmes, pour avancer sur des thématiques. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est aussi des postes qui sont… Il y a plein de postes qui sont nouveaux. Et c'est aussi la rencontre qui peut faire le poste. C'est pas comme… je sais pas, un chef de produit marketing ou un ingénieur digital où on sait exactement ce qu'il faut comme compétences et comme expérience. Là, comme c'est des choses qui sont nouvelles, le champ des possibles peut aussi être plus grand. Et c'est la personnalité, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui pourra aussi faire le poste. Donc oui, c'est particulièrement important, je pense, dans ces métiers de faire du réseau. Comment… Voilà, si on a de l'intérêt pour ces domaines-là, mais qu'on n'a pas encore de première expérience, comment on peut le valoriser sur son CV ? En tout cas, comment on peut lui donner une teinte développement durable, voilà, quand on n'a pas encore l'expérience en elle-même ? Alors, quand on n'a pas encore l'expérience, ça peut être si vous avez fait une formation, par exemple, vous pouvez mettre ça en avant. Et puis après, toute chose dans votre expérience au niveau professionnel ou associatif ou membre de réseau, par exemple, qui démontre que vous avez un intérêt fort sur le sujet et que vous avez déjà effectué des petites démarches. Par exemple, si vous faites partie des alumni d'une université ou d'une grande école, de plus en plus, il y a des clubs RSE. Être membre actif de ces clubs, déjà, ça met une coloration supplémentaire. C'est tout un tas de petits éléments. Voilà, si par exemple, vous avez eu l'occasion de participer à un congrès, à une journée RSE dans votre entreprise, enfin, toutes ces petites choses-là, essayez de les mettre en avant. Les cumuler le plus possible, vous diriez. Exactement, tout à fait. En fait, c'est des sujets où on ne vous demande pas forcément d'avoir 10 ans d'expérience sur quelque chose parce que c'est pas forcément possible. Donc, ne serait-ce qu'une petite expérience, ça peut déjà faire toute la différence. Et en entretien d'embauche, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire pour valoriser sa candidature ? Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment de se positionner côté business et pas du côté consommateur. C'est-à-dire que moi, un candidat qui me dit ces sujets me passionnent, d'ailleurs, à titre perso, je consomme bio, je ne fais pas de déchets, etc. C'est très bien, il faut porter les valeurs, hein, mais ce qui va nous intéresser, nous, en tant que recruteurs, c'est vraiment comprendre, vous, en tant que marketeur ou commercial, quelle est la valeur ajoutée que vous êtes capable de démontrer grâce à ces sujets. L'idée, c'est vraiment par rapport à son métier, par rapport à son secteur, d'être capable de dire, de comprendre les grands enjeux. Voilà, si vous travaillez dans une banque, les grands enjeux du secteur, c'est pas si vous n'utilisez pas de papier au siège, ça va être au niveau des financements des projets. Donc vraiment être capable de comprendre ce qu'on appelle l'analyse de matérialité, c'est-à-dire où sont les grands impacts par rapport à votre métier et par rapport à votre secteur, et être capable de les expliquer. Ouais, se positionner toujours du côté de l'entreprise, finalement, avoir la démarche business adaptée, mais pas la perte de vue, quoi, c'est ça. Tout à fait. Les principales désillusions que vous constatez chez les candidats, vous diriez que c'est quoi ? Ça peut être le fait que les choses ne vont pas assez vite pour eux, ou le fait que ça n'aille pas assez vite si on est dans une entreprise qui est en train de se transformer, c'est-à-dire qui veut devenir plus vertueuse, ou alors une entreprise qui est déjà Big Corp, qui est déjà société à mission et qui forcément n'est pas parfaite, parce que ça n'existe pas. L'entreprise parfaite sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que de plus en plus, maintenant, il y a des entreprises de type Veja, Patagonia qui sont extrêmement engagées, qui certes, sur leur site, expliquent leurs engagements, mais expliquent aussi tout ce qu'elles font pas encore bien et comment elles pourraient s'améliorer. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des choses qui prennent du temps et que c'est complexe. C'est là où il y a souvent les désillusions. Après,
mais ça, c'est en train de changer. C'était sur les opportunités. Mais là, vraiment, il y a eu une évolution depuis 2 ans et même la crise sanitaire a presque renforcé aussi ce côté des opportunités professionnelles. Il y en a plein. Il y a des domaines où il y en a plus que d'autres. Tout à l'heure, vous disiez on manque de compétences sur certaines choses. Alors, il y a le secteur de la finance qui est vraiment en train de se transformer, où là, on a besoin de gens qui maîtrisent bien les aspects qu'on appelle ESG, donc environnement, social, gouvernance. Le marketing responsable. Il y a très peu de marketeurs qui ont vraiment ce cap-là, marketing plus RSE. Après, il y a les sujets un peu techniques autour du climat, autour de la biodiversité. Après, dans les directions financières, les gens qui maîtrisent le contrôle de gestion et la taxonomie verte. Et puis, il y a des secteurs, je vous parlais de la mode. La mode, c'est un secteur qui était vraiment en retard sur le sujet et puis là, qui est en train de rattraper son retard. Donc là, il y a aussi plein d'opportunités. Et puis, il y a le secteur des ETI. Au départ, c'est des métiers qu'on retrouvait énormément dans les grandes entreprises parce qu'il y avait des contraintes réglementaires. Aujourd'hui, ces grandes entreprises demandent à leurs fournisseurs, donc souvent des PME, des ETI, d'aller aussi vers ces sujets. Donc là, il y a énormément de création de postes aussi. Donc, c'est un secteur porteur, vous diriez ? Aujourd'hui, c'est vraiment un secteur qui est très, très porteur. Complètement. Pour conclure l'entretien, ça serait un peu quels sont vos meilleurs conseils et quelles seraient vos mises en garde en même temps pour une reconversion ? Alors, meilleur conseil, déjà commencer à faire de la veille. Donc Novetti, Q-Matter, aller dans les salons, le salon Pro Durable qui se tient en septembre, c'est vraiment le salon où vous savez tout ce qui se passe sur le sujet. Deuxième chose, c'est faire une formation. Sur notre site, on a recensé un certain nombre de formations. Il y en a des courtes, il y en a des plus longues, mais vraiment ça aide. Troisième chose, c'est aller identifier comment vous pouvez vous faire du réseau sur ces sujets. En général, ça peut être des réseaux professionnels. Par exemple, si vous êtes dans le marketing, l'ADTEM, qui est le réseau des marketeurs, ils ont un club RSE. Ça peut être les clubs RSE des anciens de votre école. Et puis, vous pouvez aussi facilement contacter des gens qui sont sur votre secteur d'activité et qui sont déjà sur le sujet. Parce que globalement, c'est un secteur où les gens sont assez ouverts pour parler d'eux. Et puis aujourd'hui, les réunions Zoom ont quand même facilité les rencontres et vous pouvez demander un petit point de 20 minutes assez facilement. Et dernière chose, les candidatures spontanées, quand c'est extrêmement bien ciblé, ça fonctionne toujours. Ouais, ok. Et des petites mises en garde ? Les mises en garde, c'est ce que je vous disais, ne pas être trop naïf sur le secteur. Ça reste le monde du business et ça reste un monde en transformation. Est-ce que vous voyez autre chose ? Il y aurait quelque chose que vous auriez envie de rajouter avant de conclure ? Pour conclure, je dirais, c'est un secteur qui est en train de prendre énormément d'essor. Il y a encore quelques années, quand on choisissait d'aller vers ces métiers, ces fonctions, c'était vraiment un sacerdoce. Ça veut dire qu'on était prêt à faire des efforts sur sa rémunération, on était prêt à faire des efforts sur les opportunités de carrière. Maintenant, c'est plus le cas. C'est en train de devenir l'inverse. Je pense que c'est comme le digital. C'est-à-dire que les métiers classiques, on ne pourra plus les envisager si on n'a pas une couche de digital et une couche de RSE. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller. Il y a plein d'opportunités. Super. Merci beaucoup, Caroline Renoux, pour cet échange très riche. Je rappelle le titre de votre livre, « Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable » chez VA Éditions, qui aussi, j'ai trouvé une mine d'informations, en tout cas sur ce thème aussi, où il y a plein de conseils. Vous recensez aussi des formations, plein de bonnes choses à faire. Donc, je vous le conseille si vous êtes intéressé pour une reconversion sur ce sujet. Merci encore. Merci, Clarence. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.